Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans V8 Le Mag en compagnie de Bruno Van Destig. Bonjour Bruno. Bonjour Michel Poirier. En plein week-end de Grand Prix de France Moto, nous nous devions d'inviter des pilotes et nous avons la chance d'accueillir Louis Rossi, bonjour. Bonjour. Pilote sartois en Moto 2. Et Alexis Masbou, bonjour. Bonjour. Pilote donc en Moto 3. Alors nous allons donc consacrer la majeure partie de cette émission à la moto, bien sûr, mais nous parlerons aussi des prochaines 24 heures du Mans avec l'actualité du championnat du monde. Nous avons ensuite une suggestion de visite pour celles et ceux qui seront en vacances en Vendée, il y en a beaucoup de Sartois, au musée de Talmont-Saint-Hilaire, et nous terminerons avec la bourse miniature d'Arnage. Alors on met la poignée dans le coin, d'accord, et c'est parti pour V8 Le Mag. Alors oui, d'abord, donc merci à vous deux de participer à cette émission. Comment allez-vous? Parce que je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes tombés malheureusement à Gérèse, voilà 15 jours, 3 semaines À peine 15 jours. À peine 15 jours, exactement, à peine 15 jours. Avec une mauvaise fracture à la main droite. Ça, mais je suis vite rentré à la maison parce que c'est vrai qu'ici à la clinique du Pré, on a beaucoup de chance. On a un chirurgien de la main qui s'appelle Christian Bourg qui est très efficace. On va dire que c'est un bon mécanicien pour le corps humain. Et il m'a bien réparé. Puisque c'est vrai que je suis capable de rouler et ça se passe plutôt bien, malgré évidemment des douleurs parce que ça reste quand même une fracture, mais malgré tout c'est roulable et je pense que ça ne nous empêchera pas d'aller chercher un bon résultat dimanche. Oui, vos ambitions pour ce week-end? Évidemment, les ambitions sont un peu les mêmes que depuis le début de l'année, d'aller chercher un top 10, beaucoup de points, ça fait partie de ce qu'on doit être capable de faire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut arrêter de faire des petites erreurs qui m'ont coûté aujourd'hui mon 4e métacarpe. Alors heureusement, c'est que ça, et heureusement, j'ai été bien traité et ça se passe bien. Mais c'est vrai que on a gagné de la vitesse cette année. Maintenant, il faut arrêter les petites erreurs, trouver un peu de sécurité pour aller au bout des courses. Levez la main droite un tout petit peu, Louis, que l'on voit là. Voilà, dites je le jure si vous voulez, je jure que je vais faire un bon résultat, donc ça on est complètement convaincu. Elle bouge. Voilà, elle bouge, parfait, donc on peut accéder, tourner la poignée d'accélérateur, effectivement, freiner aussi. Ouais. Exactement, ça pose pas trop de problèmes, donc, du moins en tout cas physiquement ça tient, c'est-à-dire que j'ai une plaque avec 10 vis, donc comme dirait Christian Bourg, l'ostéosynthèse est très bonne. Maintenant c'est dans la tête que ça se passe. D'accord. Alors, on est au 5e Grand Prix, donc les 4 premiers se sont passés. Alors le premier surtout était très bien, ça commençait très bien, vous étiez 9e au Qatar. Après le Grand Prix d'Amérique, 22e, en Argentine, malheureusement, vous n'avez pas terminé. Alors en fait, c'est exactement. Donc c'est vrai que comme ça sur le papier, quand on le dit, ça paraît un peu, même ça paraît pas terrible du tout, puisque 22e en fait j'étais tombé au début de course et je finis 22e, mais bon en gros j'étais tombé donc il n'y avait pas grand chose à jouer, j'étais tombé au 2e tour. Après je fais une petite erreur encore en Argentine et puis à Gérèse une nouvelle erreur et je me fais mal. Malgré tout, ce qui est important et c'est ça qu'il faut regarder, c'est le rythme qu'on a et c'est la vitesse qu'on est capable d'avoir par rapport à ces 2 dernières années en Moto 2 où vraiment j'apprenais et j'avais des difficultés à me hisser dans le haut du classement. Maintenant, on va dire que ça devient normal de terminer une séance dans les 15 premiers, c'est ce qu'il faut. Alors c'est sûr que tout ça, ça demande de prendre beaucoup de risques et aujourd'hui, quelque part, je pense que je le paye parce que je suis à la limite et il faut que j'arrive à trouver cette sécurité que j'ai pas encore en allant chercher peut-être un petit réglage, des petites solutions au niveau pilotage, mais on roule vite et c'est ça qui est important. Alors la saison 2015, vous Alexis, vous l'avez super bien débuté puisque le Grand Prix d'ouverture, disputé sur le circuit de Losail au Qatar dans des conditions nocturnes mais avec un éclairage puissant à tel point qu'on a l'impression de piloter de jour, vous l'avez gagné, c'est bien d'enclencher une dynamique de victoire d'entrée de jeu? C'est sûr, c'est vachement important de commencer une saison avec une pole, avec une victoire. Ça met de suite le pied à l'étrier et ça montre qu'on a bien travaillé pendant l'hiver et qu'on est de suite dans le rythme. Donc c'était parfait pour moi de débuter sur ce rythme. Alors vous êtes en Moto 3, Alexis, en Moto 2, Louis, puis naturellement la catégorie reine avec l'autre Rossi, comme on le dit souvent, Louis Valentino qui domine en ce moment le classement général. Pour les novices, une Moto 3, au plan technique, vraiment le profil, l'essentiel, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est des motos de petits gabarits, vraiment très compacts. C'est des 250 cm3 monocylindres qui développent quasiment 60 chevaux. Et c'est des motos qui font à peu près 80 kg. D'accord. Moto 2? Alors Moto 2, déjà c'est un petit peu plus gros en termes de gabarit. On passe sur un moteur de 600 cm3 qui développe 120 chevaux. Donc évidemment, voilà, c'est une moto qui est un peu plus imposante et plus difficile à mener. Mais c'est l'évolution, plus on grimpe dans les catégories,
plus la cylindrée est élevée, puisqu'après en MotoGP on arrive sur des 1000 cm3 comme on le sait tous. Alors, en fait, de revendiquer le fait que vous soyez aussi bien sûr pilote français vous empêche pas de courir dans des équipes de dimension internationale. Couleurs allemandes en fait pour vous, Alexis. Oui, mais c'est vrai que le team s'appelle Racing Team Germany, mais il a été un petit peu renommé depuis 2 saisons et s'appelle RTG parce que ça devient une structure beaucoup plus internationale qu'au début. Maintenant, voilà, il y a des mécaniciens allemands, mais aussi espagnols, italiens et français. Il y a même un Suisse. Donc voilà, vraiment européen et international. Les Italiens, Louis? Moi, je suis français dans l'âme, mais italien par la moitié de mon équipe, puisque c'est vrai que voilà, l'équipe appartient à un monsieur qui s'appelle Enrico Tasca, donc une partie de l'équipe, ça chante avec des accents qu'on aime bien entendre, mais l'autre partie est quand même française, parce que je suis venu avec mon chef mécanicien, que j'essayais d'avoir depuis 3 ans, et qui a finalement accepté de venir me rejoindre en Grand Prix, et puis aussi une télémétrice, donc celle qui s'occupe de tout ce qui est électronique, etc., qui est venue, et la moto qui, si elle pouvait parler, parlait français, puisque c'est une moto française. Justement, il n'y en a pas beaucoup sur le plateau des motos, donc des Tech 3, des Mistral, pour ceux qui ne connaissent pas, mais le plateau est dominé par les Kalex. Moto que vous connaissez, vous pilotiez là-dessus l'année dernière. Exactement. C'est pas un handicap, alors avant de parler de handicap, c'est d'abord un choix. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je voulais absolument, rouler sur cette Mistral, parce que c'est un projet que j'aime beaucoup vis-à-vis d'une équipe qui s'appelle Tech 3, donc qui est le fabricant de ce châssis, et qui a vraiment créé une histoire autour de tout ça, et une histoire que j'avais déjà connue en 2013, qui s'était pas bien passée en termes de résultats, parce que c'était ma première année en Moto 2 et franchement je me suis cassé les dents, c'était très compliqué, j'avais du mal à performer. Mon année dernière, j'ai poursuivi ma formation sur une Kalex, je pense que j'ai passé un gros cap, et puis cette année maintenant j'ai fait le choix de partir sur cette Mistral pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était un projet qui me plaisait, et puis aussi parce que ça allait dans la continuité de ce qu'on avait essayé de mettre en place avec Alexis, donc c'était normal pour moi de venir avec une moto que je choisissais, qui était atypique, mais qui faisait aussi ça me permet de mettre un pied dans le futur avec une éventuelle création d'équipe pour l'année prochaine. Comme aurait dit Renault, le chanteur, pas la marque de voiture, ça s'appelle des Mistral gagnants. On va se faire plaisir un petit peu, parce que c'est vrai que le Grand Prix de France Moto, quand on regarde bien, c'est de toutes les manifestations sport mécanique la 2e fréquentation en France, derrière en fait les 24 heures du Mans. Alexis, comment vous le voyez, vous, ce Grand Prix de France Moto, avec naturellement la bonne entente entre la CO, bien sûr, et Claude Michy, le promoteur? C'est un événement incroyable, on le répète à chaque fois, mais on passe toujours un très bon moment. On est très très proche des fans lors de ce Grand Prix, avec tout ce qu'il y a d'organisé sur le paddock, sur la fan zone. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut être très proche des Français, des passionnés qui viennent nous voir, et c'est quand même assez atypique pour un Grand Prix où c'est qu'en règle générale le paddock est extrêmement fermé et on ne peut pas voir beaucoup de monde. Là c'est ouvert, on croise beaucoup de monde, et c'est PHA et Claude Michy qui ont essayé d'aller dans ce sens-là, d'ouvrir justement l'événement à tout le monde. Et en même temps, Louis regarde. Alors, vous regardez d'un côté de l'écran, mon cher Alexis, et regardez également le même Louis Rossi gagner ce Grand Prix de France. On rappelle quand c'était, avec quoi ça, Louis? Alors c'était en 2012, justement dans l'équipe dans laquelle roule aujourd'hui Alexis, donc c'est vrai que historiquement c'est assez rigolo. Évidemment c'est un souvenir merveilleux. C'était une vraie communion, je pense, avec le public français qui était là, sartois évidemment pour beaucoup, mais c'était un moment magique, et comme on en a parlé avant de tourner cette émission, c'est vrai que ça restera toute ma vie un très bon souvenir. Maintenant il faut juste arriver à être assez bon pour faire en sorte que ça recommence. Oui, pareil Louis, le Grand Prix de France Moto pour vous, il est aussi unique. Dans le schéma du calendrier, on ne retrouve pas finalement la même ambiance ailleurs. Non, c'est exactement ce que vient de dire Alexis, dans le sens où il y a vraiment de la part de l'organisation des efforts qui sont faits pour proposer un vrai spectacle. C'est-à-dire que quand on vient voir le Grand Prix de France, on assiste à des concerts, ça nous permet de rencontrer les sportifs. Il y a un espace où on peut aller faire les boutiques qui est absolument immense, et puis surtout le spectacle en piste qui est très beau. Il faut savoir que le Grand Prix de France aujourd'hui, vous avez un nombre incroyable de places où vous pouvez venir avec votre billet en sainte générale et pouvoir voir la course de près. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que le circuit offre ça.
de par sa conception. Et si je puis me permettre, Michel, c'est vrai qu'on aura finalement de la chance entre avril les 24 heures moto, juin les 24 heures du Mans Auto, c'est que finalement sur 2 mois, tout ce que le monde fait de constructeurs et d'équipementiers, les meilleurs, vont succéder en fait sur le circuit du Mans. Et c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Et il y a un petit clin d'œil que Claude Michy, avec je m'autorise à le dire là aussi, Motul lubrifiant bien connu, va faire à l'occasion de ce Grand Prix de France Moto, c'est présenter pour la première fois en Europe et en public en statique le proto Le Mans. Je pense qu'on va réussir d'ailleurs à en voir quelques images. La fameuse Nissan qui a déclaré forfait en début de saison. Voilà, simplement pour dire qu'on va la voir pour la première fois cette voiture, encore une fois en statique, mais présentée au public. Alexis, ça vous inspire quoi, ce genre de voiture là qui fait 1000 chevaux, qui est dans les Hunaudières, pas loin du circuit? Vous prenez pas les Hunaudières vous avec vos motos, mais va nettement plus de 350 à l'heure, sympa. Ah ben, de toute façon, les voitures ou les motos qui sont prototypes, qui sont faits pour la course, moi ça me passionne et ça me donne forcément envie d'aller jouer avec la limite et avec la vitesse sur des objets comme ça. Et c'est incroyable de pouvoir côtoyer et de mettre en lien les sports mécaniques ensemble. C'est pas toujours le cas, mais le circuit Bugatti s'y prête parfaitement. Oui. C'est évident, de toute façon, tout ce qui est un moteur et des roues et qui peut avancer, moi ça donne des frissons, des sensations, des émotions. Ça m'intéresse, c'est incroyable. En plus, ce qu'offre le spectacle des 24 heures du Mans, de l'endurance d'une manière générale, c'est merveilleux. Voilà, c'est la pointe de la pointe de la technologie. Le fait qu'en plus on serve d'un événement comme le Grand Prix de France, c'est très flatteur, je pense, pour nous, parce que ça veut dire que le sport moto fonctionne bien et qu'il y a un attrait. Donc c'est parfait. Et puis par contre voilà, moi évidemment je serai pas là pour les 24 heures du Mans avec grand regret, puisqu'on a un Grand Prix, mais c'est une course que je suis de toute façon depuis des années parce que je suis sartois et parce que j'aime ça. C'est de cœur. Chacun de vous avez un pilote idole que vous avez vu dans votre jeunesse peut-être, enfin vous êtes jeune encore, mais soit en moto, soit quel est votre idole? Évidemment, on a tous des pilotes, qu'on apprécie plus que d'autres. Pour parler d'auto, alors après c'est parce que je le connais que j'ai des affinités avec lui, mais je me rappelle du passage de Sébastien Loeb en endurance. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais trouvé vraiment énorme. Après en moto, ce serait difficile de passer à côté d'un Valentino Rossi qui fait une carrière incroyable, surtout là avec ce qu'il est en train de faire. Je pense que il fait augmenter un petit peu la moyenne d'âge des pilotes, dans le sens où on peut réussir même passer 35 ans. Donc je pense que c'est une très belle leçon, et après il y en a beaucoup d'autres évidemment, comme Marc Marquez. Alors, on revient forcément toujours sur Valentino un petit peu. L'homme et le sportif font des choses incroyables. Donc voilà, je pense que c'est la première personne que j'ai regardé à la télé, et évidemment, mais il avait gagné une course, comme c'est arrivé souvent. Et donc ça fait partie des premiers sportifs que j'ai vus sur une moto et qui m'a donné envie de continuer ce sport. Alors, il y a beaucoup de pilotes français chacun dans votre catégorie, et 2 concurrents, chacun dans votre catégorie, Johan Zarco, qui se défend bien. Il se défend plus que bien, puisqu'il est leader du championnat, donc c'est difficile de se défendre mieux que lui actuellement. Vous êtes en bonne relation avec Johan? On communique pas trop, parce que s'il est assez renfermé sur lui-même, donc il n'y a pas tellement de communication entre nous. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait son sport et qui fait tout pour que ça marche, donc aujourd'hui c'est payant et il n'y a rien à redire là-dessus. Je souhaite en tout cas pour le sport moto français que ça continue comme ça, parce que c'est vrai qu'on a besoin de pilotes moto qui soient capables de briller. Aujourd'hui, moi je ne suis pas capable de rouler aussi vite qu'un Johan Zarco, donc j'ai encore besoin de travailler. Mais c'est sûr que dans toutes les catégories aujourd'hui, on a de bons représentants. Je pense heureusement en faire partie, parce que maintenant on rentre dans les 10 premiers. Mais disons que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui un Johan Zarco qui est en tête du championnat, c'est très bien. Et vous, un jeune qui débute, Fabio Quartararo, vous le connaissez? Moi, je connais que très peu Fabio. Il arrive du championnat d'Espagne, et donc je ne l'avais pas côtoyé avant. Mais ça se passe plutôt bien, la cohabitation avec lui, et aussi avec Jules Danilo, qui est le 3e français à Moto 3. Tous les 3 on se côtoie et on a plutôt de bonnes relations. Après, c'est vrai qu'en piste c'est différent, et chacun essaie de faire le meilleur résultat. Ouais, et puis on saluera Mike Di Meglio et Loris Baz aussi, qui sont les 2 pilotes en MotoGP, sur des motos qui sont moins affûtées que celles des Marc Marquez, des Valentino Rossi et autres, mais c'est bien de saluer une présence française forte dans toutes les disciplines. À mon avis, c'est même le contingent le plus musclé que l'on ait finalement eu depuis pas mal d'années, et ça c'est important de le souligner.
C'est sûr que de toute façon, nous, on le ressent et on le voit, par exemple, sur les différentes opérations qu'on organise, où on va à la rencontre de publics plus ou moins aguerris au niveau de la moto. Maintenant, on entend parler de moto parce qu'il y a des Français qui sont capables d'être devant, parce qu'il y a un bon groupe et que tous, maintenant, on arrive à communiquer, on arrive à faire des choses qui sont attrayantes. Donc, du coup, ça arrive dans les oreilles de beaucoup de monde, chose qui se faisait peut-être pas ces dernières années. Donc, pour nous, c'est un constat qui est très bon. J'ai envie de reposer une petite question encore, c'est savoir comment vous faites, parce que quand on regarde bien finalement, votre contact avec la piste se fait naturellement par un pneu, certes, mais au contraire de voiture, on peut se dire que des fois la surface de gomme qui fait le contact avec le sol, c'est même pas 5 cm parfois. Or, vous avez des vitesses de passage dans des chicanes comme l'Indelope extrêmement élevées. C'est extraordinaire aussi ce que les manufacturiers font et naturellement comment vous arrivez à exploiter cette petite largeur en centimètres de gomme pour ne pas chuter. Déjà, il faut savoir que c'est sûr que ce qui fait le contact entre le bitume et la moto, c'est évidemment le pneu. On profite aujourd'hui en Grand Prix du fait que ce soit la vitrine pour ce qui se fait ensuite derrière pour les utilisateurs de moto. Donc il y a des nouvelles technologies qui sont recherchées et par exemple aujourd'hui les pneus qu'on utilise sont des pneus formidables. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de surface au sol. Maintenant, il y a tellement de contraintes justement avec l'angle qu'on met qu'on arrive à écraser les pneus et à faire en sorte de gagner beaucoup de grip et à tourner quand même. Donc tout est fait pour que ça se passe bien et à tous les niveaux, amortisseur, suspension, fourche à l'avant et au niveau des pneumatiques aussi. Le programme justement de la semaine d'un Grand Prix, c'est quoi techniquement? Vous commencez par quel type de réglage sur une moto? Alors, quel type de réglage en règle générale? On repart souvent avec les réglages du Grand Prix précédent qu'on essaie d'adapter un peu aux spécificités qu'on connaît avant d'arriver. Et puis après, au fur et à mesure des séances, c'est variable selon les sensations du pilote, selon les informations que le télémétricien voit sur l'ordinateur. On essaye de faire évoluer la moto, que ce soit au niveau des suspensions, du moteur. Et ça, après chaque séance et à chaque arrêt, on essaye d'améliorer un petit peu l'avant, l'arrière, le moteur. On grappille à chaque séance. Dimanche, Moto 3, 11h, Moto 2, 12h20 et Moto GP, 14h. C'est quoi? C'est les heures de départ. Les 3 Grands Prix qui vont nous passionner à l'occasion de ce nouveau rendez-vous du Grand Prix de France. Et répétons-le, c'est vrai que c'est un événement génial. Je crois qu'on attend entre 80 et 100 000 spectateurs, ne serait-ce que sur la seule journée de dimanche. On a quand même beaucoup de chance d'avoir un Grand Prix génial comme ça, avec des pilotes aussi géniaux. Ça va être bien, voilà. Merci beaucoup, monsieur, mais restez avec nous. Vous aimez les vieilles motos? Bien sûr, évidemment. Les anciennes. Alors justement, la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque, vous aide à les immatriculer si vous en récupérez une au fond d'une grange. Et vous pouvez également en découvrir au musée de Talmont-Saint-Hilaire. Alors nous avons rencontré le président de la fédération et le responsable de ce musée. C'est bien sûr la même personne au dernier salon Auto-Moto Rétro. Vous êtes président de la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Alors, à quoi sert cette fédération? Elle sert à défendre tous les collectionneurs. Notre gros travail, si vous voulez, c'est surtout de faire établir des certificats pour l'immatriculation des véhicules, ceux qui n'ont pas de papier ou autre, et de défendre les collectionneurs auprès des pouvoirs publics également, ministère des Transports, ministère de l'Intérieur, pour la circulation, pour les contrôles techniques et tout ce qui se rattache à l'automobile. Alors automobile, moto, véhicules militaires, utilitaires et motocyclistes. Alors est-ce que le nombre grandit de collectionneurs? Oui, ça grandit. La fédération elle-même gère environ 1200 clubs, plus 250 professionnels. Alors ce n'est pas votre seule activité, vous dirigez également le musée de Talmont-Saint-Hilaire. Tout à fait. Alors si vous allez en vacances en Vendée, je sais que vous êtes nombreux, c'est intéressant d'aller visiter ce musée. Eh bien la collection a été commencée par mon papa, qui a acheté une voiture en 1939, mais pas pour faire un musée. Il avait acheté une Peugeot 2 cylindres Lyon, en carrosserie fiacre, parce qu'il était dans l'automobile à cette époque-là, puis il a eu le coup de foudre pour cette voiture-là. Bon. Et par la suite, vous savez, c'est la collectionnite qui commence, alors vous en achetez une deuxième, une troisième, puis un jour vous avez un parc de voitures assez important, ce qui fait qu'on avait décidé de faire un musée à Nantes, et même au début, quand a été créé le musée du Mans, nous avions mis 2 voitures au musée du Mans. Nous avait demandé 2 voitures à ce moment-là, et puis on participait aux sorties au rallye qui étaient faites à l'époque. Et puis ensuite, on s'est déplacé de Nantes au Sable d'Olonne, enfin à côté des Sables d'Olonne, à Talmont-Saint-Hilaire, parce qu'on était originaire de Vendée et on voulait agrandir le musée. Et maintenant, on a un musée qui fait 3300 mètres carrés
et qui expose à l'heure actuelle environ 160 véhicules, dont 137 voitures. La plus ancienne, c'est une de Dion-Bouton à vapeur de 1885, un tricycle, pour aller jusqu'aux années 70. Alors on passe de 2 à 4 roues maintenant, Bruno, avec les 6 heures de Spa du championnat du monde. Et on revient en 2015 aussi, quelque part par rapport aux images qu'on a vues juste avant. Allez, direction la Belgique pour donc c'était la deuxième manche du championnat du monde d'endurance. Passionnante course des 6 heures de Spa-Francorchamps. C'était finalement le quart des 24 heures du Mans, mais ces 6 heures, on ne les a pas vues passer. Les Porsche étaient sur la première ligne de la grille de départ. La question que tout le monde se posait était, allons-nous justement avoir une première victoire en championnat du monde d'endurance de Porsche? Bien sûr, les Audi étaient là. Point commun d'ailleurs entre Audi et Porsche, indépendamment de la volonté de gagner, c'est d'avoir amené la troisième voiture pour le Mans, puisque cette course-là fait office de répétition générale avant les 24 heures. L'autre question était, est-ce que les Toyota vont être revenus au niveau justement des Allemandes? Les visages étaient crispés, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, dans le stand Toyota, car très vite, les Porsche et les Audi vont prendre les devants. Petit contact entre la Porsche numéro 19 dans les premiers instants de course, la fameuse troisième voiture du Mans avec une Porsche officielle aussi en catégorie GT, à ce moment-là pilotée par Kevin Estre. Heureusement, les deux voitures vont pouvoir repartir et même terminer podium. Très belle bagarre aussi dans le classement des LMP2, avec notamment les deux voitures du team G-Drive Racing, dont celle pilotée par Julien Canel, qui malheureusement, moteur out, ne terminera pas. En tête, on va assister à une belle succession de prises de risque. Vous venez de le voir encore ici avec le passage du virage Paul Frère. Quelques coudes à coude aussi qui ont permis de voir à la régulière l'Audi numéro 7 passer devant. En fait, c'est simple, les Audi sont rapides partout, dans les portions sinueuses, dans les portions rapides, mais les Porsche sont encore plus vite dans les grandes lignes droites. Par contre, perdent vraiment davantage dans les parties sinueuses, et elles ont un défaut, regardez ici, notamment à la sortie du Raidillon, dans la fameuse grande ligne droite qui se ponctue par la chicane des Combes. La Porsche laisse l'Audi carrément sur place, et dès qu'on va dans une partie sinueuse, hop, c'est le contraire. C'est l'Audi qui repasse effectivement à l'attaque, et qui, donc, à la régulière, va s'imposer, la numéro 7. Les Porsche ont encore pour défaut d'être un petit peu trop gourmandes en pneumatique. En tout cas, vraiment un bras de fer absolument exceptionnel, qui à la fin va se ponctuer donc par une victoire Audi, le plus grand jeu du docteur Wolfgang Ulrich, que l'on reconnaît bien. C'est le même équipage que Silverstone, et c'est l'équipage vainqueur sortant des 24 heures du Mans qui va s'imposer. On revoit encore cette scène, vous voyez, dans la ligne droite, avec quelle facilité la Porsche laisse l'Audi sur place. Et dans la partie sinueuse, hop, c'est le contraire, c'est l'Audi qui revient sur la Porsche, justement. Donc, mano à mano extraordinaire. Marcel Fassler, André Lotterer et Benoît Tréluguier vont s'imposer avec 13 secondes 4 d'avance seulement après 6 heures de course sur l'équipage de la Porsche numéro 18. On en suit ici l'un des ravitaillements. La voiture de Romain Dumas, de Neel Gianni, de Marc Lieb. Ferrari aurait pu s'imposer en classement GTE Pro, malheureusement une perte de roue pendant l'opération de ravitaillement, alors qu'il faut absolument que les mécaniciens tiennent les roues, va occasionner un stop and go d'1 minute. Là, ce que l'on voit, c'est un petit tout droit d'Oliver Jarvis, qui n'était pas dans la course au podium, mais qui en fait venait faire un petit peu une course d'équipier pour déstabiliser le Suisse Neel Gianni, qui revenait sur l'Audi numéro 7 dans les derniers instants de la course. Doublé Aston Martin dans les deux divisions en Grand Tourisme Endurance, Pro comme AM. C'est bien, c'est aussi l'année de célébration du centenaire d'Aston Martin, c'est aussi important de le préciser. On va récupérer une victoire du team Jota en catégorie LMP2, donc une victoire Audi au classement général. Puis un petit clin d'œil finalement pour quelqu'un qui mène une très belle carrière en endurance dans le classement des GTM, c'est le fils de Lauda, de Niki Lauda, c'est Mathias Lauda. Voilà, 2 courses Silverstone Spa et 2 victoires dans cette catégorie, c'est pas mal. Vous parliez d'un centenaire, on n'a pas parlé d'un cinquantenaire. Ah oui, voilà. De Bugatti avec. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais, effectivement, en 2015, année donc dès 50 ans du circuit Bugatti, inauguration septembre en fait 1965, et vous voulez accompagner cette célébration, cet événement, Louis. Exactement, on a voulu vraiment marquer le coup avec la CO, et donc du coup on a fait une décoration complètement spéciale et complètement dédiée à cet anniversaire donc des 50 ans du circuit Bugatti, que j'aborderai évidemment avec fierté pendant les qualifications et la course. Donc voilà, c'est pour moi vraiment un grand honneur de pouvoir porter ces couleurs-là. Ouais, c'est bien, bravo, fallait le faire. Alors tous ces prototypes que vous avez vus, vous avez pu les admirer dimanche dernier, mais en miniature, à la bourse d'échange d'Arnage.
Cette deuxième édition de la bourse d'échange Petites voitures et documentation automobile à Arnage. Donc nous sommes en plein dans la manifestation, là il est à peu près 11h30. Nous avons déjà un peu plus de 350-400 visiteurs qui continuent d'affluer. Nous avons cette année ouvert une heure de plus, donc jusqu'à 15h, et nous espérons accueillir au moins autant de visiteurs que l'année dernière. C'est un petit peu notre compétition à nous. Cette année nous avons 30 exposants, c'est-à-dire environ 30% de plus que l'année dernière, avec un renouvellement assez important puisque nous avons 45% de nouveaux venus. Donc nous espérons qu'ils seront heureux d'avoir participé à cette édition et qu'ils continueront de nous rejoindre l'année prochaine. Donc pour l'instant les signes sont plutôt bons et on fera un petit bilan avec eux à la fin de la manifestation. C'est essentiellement miniature automobile, mais ça dépasse un petit peu la petite voiture. C'est plus tout ce qui se collectionne autour de la voiture. Donc vous avez aussi des affiches anciennes, des programmes, des autocollants, toutes sortes de curiosités sur le thème évidemment de l'automobile. Vous avez des exposants un petit peu atypiques comme l'écrivain et journaliste Michel Bonté qui propose notamment un panel de tous les livres qu'il a écrits sur le thème de l'automobile. Voilà, il y a quelques exposants qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais évidemment le thème central c'est la passion qu'on a tous de l'automobile. Vous aimeriez faire du 4 roues, enfin de l'automobile en l'occurrence? Ouais, j'ai la chance de pouvoir en faire quelques fois, habitant au circuit, à côté du circuit d'Albi. J'ai déjà eu l'occasion de faire soit du karting, soit un peu de voiture. C'est toujours un plaisir d'être sur un circuit de toute façon. Moi aussi, oui. Ah bah évidemment, moi je participe quelques fois à des courses de karting avec des partenaires et j'adore ça. Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de tester un proto, mais j'aimerais bien. Merci beaucoup, V8 Le Mag est malheureusement terminé, donc merci à vous Louis Rossi et Alexis Masbou. Donc on est derrière vous pour le Grand Prix dimanche. Merci à vous Bruno. Merci Michel. Et merci à toute l'équipe technique qui réalise cette émission. Merci à vous, cher public, pour votre fidélité à V8 Le Mag. Et j'en profite pour vous rappeler qu'LMTV réalise un sondage pour vous demander quels sont les programmes que vous regardez sur votre chaîne locale. C'est simple, c'est très rapide. Vous allez sur lmtv.fr et vous répondez à 2-3 petites questions. Et comme ça, on saura si vous nous regardez. Le mois prochain, c'est les 24 heures du Mans, bien sûr. Vous serez au rendez-vous, nous aussi. En attendant, bonne route, à bientôt. Ce programme est présenté par votre garage Automobile Center, membre du réseau AD au Mans.